À quel âge t'as commencé les booms? Tu faisais quoi le mercredi après-midi? Tu te souviens de moments de beaufrie stellaire? Quelle mort violente est-ce que tu choisirais? Tu préférerais ne pas avoir de pied ou ne pas avoir de main? Tu pratiques l'hypnose ericksonienne. Tu penses m'interviewer et en fait, nous sommes en pleine séance d'hypnose. Et dans quelques instants, ta main va s'élever. Tu te souviens de la première interview que t'as donnée? Je crois que c'était pour Canal+, pour le Journal du Hard. Oui. Quand j'avais 21 ans, je commençais ma carrière dans le X. Et je m'en souviens parce qu'il y a une question qui m'avait marquée. On me posait la question si je voulais devenir célèbre, si je voulais devenir connue. Et t'avais répondu quoi? Et j'avais répondu que ce qui m'importait surtout, c'est d'être reconnue. Oui. Qu'on dise de moi, elle est compétente dans son métier. Reconnue par tes pairs dans le X, en fait. Oui, c'est aussi. Ça, c'est ça, ouais. Et t'as un souvenir d'interview qui t'a déplu? Tu parlais à l'instant de... Alors vas-y, ça commence fort, dis donc. Tout le temps. Non, mais je suis pas là pour balancer, mais évidemment qu'il y en a eu beaucoup, parce que quand on fait ce type de métier, forcément, ça peut susciter justement des questions graveleuses, et en même temps, ce n'est pas très étonnant. Oui. Il y en a une en particulier, effectivement, c'était sur un plateau de télé pour Laurent Ruquier en après-midi avec Christine Bravo en chroniqueuse, qui avait décidé de s'acharner contre moi, et ça m'avait étonnée et déçue et même peinée. Elle avait essayé en fait de me déstabiliser par rapport à ma carrière dans le X, à me faire culpabiliser. Et en fait, c'était tombé à l'eau. C'est-à-dire que son plan pour m'énerver, j'imagine, n'avait pas abouti parce que En fait, moi, plus les gens s'énervent et plus je suis calme. Oui. Et je voyais pas l'intérêt, mais ça m'avait déçue. Et est-ce que tu lui en as parlé après? Non. Et peut-être que j'aurais dû. Parce qu'il y a ce qui se joue sur un plateau télé et ce qui se joue en coulisses. Donc, effectivement, peut-être que j'aurais dû lui parler en dehors. Oui. Tu te souviens de moments de beaufrie stellaire, genre de grosses beaufries dans des émissions dans ce genre-là ou pas? Oui, il y en a une que j'ai contournée. C'était après avoir justement fait l'émission du soir de Laurent Ruquier qui avait cartonné. C'était en 2007 et on m'avait invité pour l'émission de Mustapha El Atrassi, si je ne me trompe pas sur son nom. Et ils avaient voulu un peu me piéger parce qu'il y avait une scène où ils devaient me faire basculer sur un lit. Enfin, vraiment un truc, je n'étais pas vraiment avertie. Et en fait, ils se sont trouvés un peu bêtes parce que je suis arrivée en jean basket très naturel. Et ils s'attendaient à ce que j'arrive en minette avec la jupe et les talons. Et forcément, pour ce type de scène, ça aurait été très très bien que la jupe puisse laisser entrevoir quelque chose, j'imagine. Sauf que quand ils m'ont vu arriver en jean, ça a été la panique à bord. Et la productrice était folle de rage. Mais comment ça, vous n'allez pas rentrer sur le plateau habillée comme ça? Je sais pas, si. Et elle voulait même que je descende acheter vraiment dans l'urgence d'autres vêtements plus appropriés. Oui. Sachant qu'on était dans le quartier Pigalle, donc c'était parfait. Et évidemment, j'ai refusé. C'était soit je restais telle que j'étais, soit ça leur convenait pas et je partais. On a maintenu l'émission, forcément c'était trop tard pour annuler. On a battu des records d'audience et alors là c'était « Oh, merci, vous étiez génial !» Et enfin voilà, c'était assez grotesque. Ok. Céline Tran, bonjour. Bonjour. Parce que je te disais, bon là, l'introduction était un petit peu longue. J'ai tout avoué. Je précise que je ne suis pas là pour balancer. C'est juste de l'anecdote. Hein. Bah bien sûr, c'est pour ça qu'ils doivent brûler en enfer, ces gens-là. Non, mais non, je leur souhaite une bonne continuation, en fait. Chacun son métier, en fait. Bienvenue dans Small Talk. Moi, je m'appelle David Castello-Lopez et l'idée de Small Talk, c'est on parle de tout, sauf de ce pourquoi la personne que je reçois est connue. Je fais des entorses. Assez régulièrement. C'est minoritaire, quoi, mais il y aura quand même peut-être quelques questions sur ce pourquoi tu es connu. T'es né le 9 avril 1979. Oui. Est-ce que tes parents ils t'ont raconté une anecdote sur ta naissance? Oui, le soleil se levait sur le beau lac d'Annecy. Oui. Et mon père m'a dit que je lui ai souri quand j'étais bébé. Et j'ai envie de croire à ça. Oui. Annecy au début des années 80. Oula, ça paraît. Ça paraît très vintage, dit comme ça. Oui, mais quand t'étais tout enfant, c'était bien, c'était un endroit bien pour... Mais quel bonheur, quel privilège de grandir dans une ville comme Annecy. C'est une ville où on est obligé d'être poète. On est obligé d'aimer les lettres, le recueillement, le calme. Ce n'était pas touristique comme aujourd'hui. C'était une petite ville tranquille de sportifs et de retraités.
J'ai appris à nager dans le lac, Oui. donc voilà, c'est un cadre rêvé pour grandir. Quel est le premier souvenir que tu as de toute ta vie, la chose la plus ancienne dont tu te souviens? Ah, oula, alors là, on remonte à loin. J'ai des souvenirs alors que, apparemment, j'étais encore bébé et ma mère me dit mais c'est pas possible que tu aies des souvenirs. Lorsqu'elle me posait sur leur lit pour que je puisse faire ma sieste, j'ai le souvenir de la lumière, du volet baissé. Je sais qu'elle me place là où elle dort. Oui. Voilà, et c'est juste un bref souvenir où elle vient de me déposer et elle me laisse. Oui. Et puis après, l'apprentissage de la parole, ce sont mes premiers souvenirs de frustration. Tu te souviens de dire comment on dit ce mot-là, j'y arrive pas, quoi. Ouais, où j'ai besoin de me faire comprendre Oui. et j'ai pas les mots. Et alors ça, c'est terrible. Hein. C'est resté. C'est fou comme les enfants, ils ont souvent leurs premiers souvenirs. C'est pas un truc incroyable. Mon premier souvenir à moi, c'est que je me souviens d'être aux États-Unis avec mes parents et que ma mère essayait d'allumer le plafonnier de la voiture. Et, Ouais. le bruit de ses ongles sur le plastique. Ouais. Alors que c'était un voyage de malade, on est allé à Epcot, machin, à Epcot, à Disneyland, tout ça, machin. Ouais. Mais mon souvenir, c'est Ouais. ses mains sur le plastique et c'est tout, quoi. Voilà. Ton père est bien d'origine vietnamienne, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as eu un lien avec le Vietnam par lui? Mon lien avec le Vietnam, c'était effectivement lui, mais sinon, je n'ai pas baigné dans la communauté vietnamienne. Il n'y en avait pas à Annecy, je ne pense pas qu'il y en ait encore aujourd'hui. Il ne m'a pas enseigné le vietnamien. Oui. Il a tout fait pour que je n'ai pas à me poser, moi et mes frères, la question de la double culture. Donc on a baigné dans la culture française. Néanmoins, forcément, j'ai un lien avec le Vietnam de par l'hérédité, de par les valeurs transmises. Et puis l'autre lien, c'est le cinéma. Hein. Là, c'est ce qu'on nous montre du Vietnam à travers le cinéma, souvent américain. Et bon, souvent les Vietnamiens sont quand même les méchants. C'est vrai. Peut-être ça c'est un petit peu mieux maintenant, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est les gens contre lesquels on fait la guerre, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Et qui crient très fort. Oui. Mais c'est vrai qu'ils aiment bien parler fort. Mais on va dire que je suis raciste et je commence à dire ça. Généralement, il y a une sorte de passe-droit quand on fait partie de la culture elle-même à faire des Oui, c'est généralités ça. négatives sur la culture en question. Moi, quoi. j'adore faire désolé, mais j'aime beaucoup faire des blagues qui mettent mal à l'aise quand on me demande mais t'es de quelle origine? Je suis haute-savoyarde. Et là, souvent, il y a vraiment un blanc. Oui. Il y a un petit silence gêné. Oui. J'adore. C'est mignon. C'est pas. Oui. On n'est pas dans de la moquerie. Tes deux frères Oui. Ils sont Ils sont plus bizarres. vieux. Ils sont Eux bizarres aussi. tous les deux. Non, ils sont plus âgés. Et Oui. j'ai eu beaucoup de chance de grandir avec deux frères parce qu'ils m'ont transmise une culture de garçons, avec des références autour des films d'action, d'arts martiaux, Oui. de films d'horreur. Et comme le plus âgé a 10 ans de plus que moi, j'ai aussi des références plus anciennes. Donc c'est super parce que pour moi, ça, c'est un vrai patrimoine. Hein. Oui. Voilà, j'ai été élevée au film de Stallone, de Schwarzenegger et Jackie Chan. Au top 50 aussi dans les années 80. Exactement, Ouais. bien sûr. J'ai le même truc, j'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi et j'ai une petite culture du début des années 80 grâce à ça, quoi. J'aime trop, ouais. Je me souviens du moment où viens boire un petit coup à la maison et Oh mon rester Dieu. genre 19 semaines numéro 1 du top Ça, 50. c'est dur. Ouais, non, les références camping, c'est moi mon truc. Ouais. Non, moi à l'époque c'était Jean-Jacques Goldman, Ouais. un peu de Mylène Farmer, et puis après Ouais. j'ai basculé vers du bon métal. Ah, du bon métal. Ouais. Et quoi comme métal? Étant de nature très dépressive de base. Non, j'aimais beaucoup Malmsteen. Alors c'est pas vraiment, c'est sais pas très si je connais. spécifique, hein, Oui. qui associait justement le métal à la musique classique, Oui. grand virtuose. Bon, Metallica évidemment, c'est Oui. un peu incontournable. Tes frères, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux? Ils font du porno. C'est Non, vrai? je plaisante. Non, Alors moi je comprends Oh, pas l'embarras, moi je oui, comprends pas l'ironie en fait. Moi quand on me dit un truc ne serait-ce que vaguement plausible, je fais c'est fou quand même. Non, ils ont choisi des voies professionnelles qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait, qui ne sont pas publiques et qui sont vraiment de super boulot parce qu'ils ont suivi le cursus des études, Ouais. contrairement à moi qui me suis permise à un moment donné de bifurquer, on va bifurquer dire. un Voilà. petit peu. Et ta maman, elle était haute-savoyarde. Oui, c'est ça, oui, pas très loin. Ouais. Tu te souviens du nom de ton école maternelle? Non. Je me souviens que je faisais semblant de faire la sieste.
je simulais la sieste. Je comprenais pas le principe de devoir faire la sieste. C'était assez insupportable, je suis d'accord, genre 14 heures. Mais la maternelle m'ennuyait, moi. Je me souviens du premier jour maternelle et effectivement, j'étais déçue parce que je voulais à fond apprendre à écrire, forcément, pour mieux manier les mots et enfin communiquer. Enfin, ma première maîtresse d'école maternelle, Madame Beau, quand elle m'a dit bon, tu vas rejoindre tes camarades et jouer avec, je dis ah non, en fait, non, puis non, j'ai pas envie de jouer avec vous. Toi, tu étais là, genre, écoutez les cours de géopolitique, ils sont où c'est quoi ces conneries avec des couleurs vives, la marelle, là exactement, du savoir, quoi. Non, mais vraiment, j'exagère pas, c'était pas... J'étais pas très sociable non plus. Oui. Mais non, ça s'est bien passé, ça a été une bonne expérience. Maternelle, c'était bien. Oui. Est-ce que tu peux décrire ta chambre d'enfant quand tu avais 8 ou 9 ans ? Qu'est-ce qu'il y avait au mur ? Comment c'était ? Il y avait une icône, forcément, de la Vierge Marie. Oui. Papier peint. Ah, c'est drôle comme question. Je ne me suis pas posé la question depuis bien longtemps. Probablement un rose pâle. Et puis un petit lit de princesse, avec une super couette, polochon, oreiller, une tonne de doudous, poupée de porcelaine. Les doudous, c'était quoi ? J'avais un lapin. Ah oui, j'avais un lapin, il s'appelait Chocolat. Ouais, pas très original. Oui. Lui, t'es encore en rapport avec lui ou pas ? Non, mais je l'ai toujours. T'as toujours Chocolat ? Oui, bien sûr. Je garde tous mes doudous. Et Vierge Marie, parce que t'es allé au catéchisme. Oui, j'ai été enfant de cœur. Ouais. C'était moi. Habillé tout en noir avec de la dentelle. Ouais. Non, pas de dentelle. Non, pas de dentelle ? Non, non, pas de coquetterie, voyons. C'est la sobriété. Mais j'ai l'impression... J'ai des images de trucs où genre des trucs jusqu'ici, des espèces de capes, mais avec une petite bordure. Non, je me trompe. Ah oui, alors oui, mais alors ça c'est plus pour les communiantes peut-être. Ah oui. Ouais. Mais c'était sobre. Quand on porte une aube en tant qu'enfant de cœur, on est asexué. Déjà, la non-binarité existait. Existait dans l'Église. Et les anges n'ont pas de sexe, monsieur. C'est vrai ça. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux t'appeler monsieur. Si, oui, vraiment. C'est bien qu'on se le précise. Sans problème. Tu croyais en Dieu très fort à ce moment-là ou pas ? Oui, et la question ne se posait pas. Oui. Comme c'était une foi qui me venait de mon éducation, moi je croyais ce qu'on me disait en fait, et c'est vrai que ça a été une force. Après ça s'est dissipé et après c'est revenu. Et aujourd'hui, j'ai la foi. Oui. T'es pratiquante, donc chrétienne pratiquante ou Disons que je m'intéresse aussi aux autres spiritualités, comme le bouddhisme par exemple, mais je me rattache pas spécifiquement à une église. Mm-hmm. C'est plus une spiritualité qu'une religion qui m'importe. Tu faisais quoi le mercredi après-midi quand tu étais à l'école primaire ? J'allais à la danse classique quand j'étais petite. Ah, tu sais faire encore ces trucs ? Figure-toi que j'ai repris il y a quelques semaines. Ça m'a pris comme ça. Et j'avais oublié à quel point c'était super dur. En fait, on ne voit que douceur, sourire et grâce. Mais derrière ça, c'est une discipline militaire. Et tu sais faire les trucs où tu as... Les pointes, j'en ai fait un peu quand j'étais petite, mais là, je ne prétendrais pas en refaire là maintenant. Parce que c'est quand même mettre tout son poids sur la pointe d'un doigt de pied. Ça peut pas bien se passer, en fait, ça. C'est pas possible. C'est nécessairement douloureux, quoi. Oui, mais la douleur est un prix à payer pour l'excellence. Et la danse classique n'est qu'excellence. Même pratiquée en tant que loisir, on le fait à fond ou on le fait pas, en fait. Et c'est la beauté de cette discipline et ça fait du bien, en fait. D'être encore dans des disciplines qui respectent ça. Parce que là, il y a un laxisme général. Beaucoup de gens n'ont plus envie de faire des efforts ou... Voilà, mais la danse classique, elle est sans pitié. J'ai parlé à un musicien récemment qui me disait ça, qu'il y a en gros la virtuosité, en tout cas lui il parlait de la musique, ça devient de moins en moins important par rapport à quand lui il a grandi, où il devait faire 18 heures de piano par jour, et où pour être, enfin c'est l'équivalent de la douleur pour la danse. C'est de moins en moins important pour quoi ? Pour vendre, pour avoir du succès, Non mais je crois qu'il n'y a pas pour exister, quoi. Il n'y a pas de débat. Disons que il y a le business d'un côté et il y a l'art de l'autre. Quand on peut associer les deux, c'est magnifique. Maintenant, moi, je pense que pour être excellent, pour être dans l'excellence, il faut du travail. Mozart il était un génie, mais il travaillait. Sofiane Pamar est un génie aussi, mais c'est 8 heures, 6 à 8 heures de piano par jour. Donc c'est, au bout d'un moment, de penser que ça tombe comme ça...
sur un plateau, je pense que c'est une erreur. Par contre, oui, il y a probablement des gens qui vendent énormément sans passer par là. Viens me boire un petit coup à la maison, par exemple. Exactement. Voilà, ça, il n'y avait pas beaucoup de génie peut-être dans. Ça dépend de son objectif. Ouais. Tu te souviens de quelque chose que tu as fait spécifiquement pour impressionner tes parents? Ouh là là, oui. Tu disais genre, là je vais leur emboucher un coin. Ah oui, j'ai souvent tenté, mais ça a souvent foiré. Je me suis mise à dessiner quand j'étais au collège. Ça m'a pris comme ça. Mm-hmm. Et je pensais les impressionner un petit peu. Et en fait, mon père, très, très, très pragmatique, plutôt que d'admirer le dessin, c'était, sachant que je faisais des portraits, c'était c'est qui? Voilà, donc fin de discussion. Là, donc en fait, tu te fais tout un film dans ta tête sur quelle va être sa réaction et c'est pas à la hauteur de ce que tu espérais. Oui, voilà. C'est pas grave. Ouais. T'as parlé du collège, t'étais populaire au collège? Non, je faisais pas du tout partie des élèves populaires. Moi, je faisais partie de la team des geeks. Et à l'époque, il n'y avait pas encore cette notion de geek. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance des geeks. Depuis qu'ils dirigent le monde, en fait. Oui, exactement. Mais à l'époque, on était les weirdos du groupe, les gens bizarres, qui s'habillaient bizarrement. Et entre gens bizarres, on se retrouve. Et donc voilà, moi je faisais partie de ce groupe-là. Donc il y avait le groupe des jolies filles, le groupe des gens branchés qui ont un scooter, qui ont des doudounes chevignons et qui fument et qui sortent. Moi au collège j'étais solitaire, j'étais vraiment solo. Et au lycée j'ai rejoint la bande des gens bizarres. D'accord, mais donc t'étais pas non plus une bolos au collège? Bolos c'est... Bolos c'est les... aujourd'hui, ce qu'on appellerait ça les vicos. Pardon, je ne maîtrise pas ces termes. C'est-à-dire les gens qui sont vraiment en bas de l'échelle du cool, de la hiérarchie du cool au collège. C'est-à-dire que peut-être ils sont, genre vraiment, ou même on peut les harceler. Non. T'étais dans une sorte de ventre mou. En fait, moi, c'était cool parce que j'étais admise partout. Vraiment, j'ai jamais été rejetée. On m'a toujours. J'étais même invitée dans les groupes. J'ai toujours pu me fondre partout. T'étais invitée au fait des gens cool. Ouais. Ah ouais. Donc t'étais un peu satellitaire des gens cool. Bah ouais, parce que je prenais pas de place en fait. Donc je mettais personne en danger. Ouais. La ninja quoi. Et donc t'allais au boom. Tu te souviens des booms? Oui, oh mon Dieu. Tu te souviens de ta première boom? Alors il y en a une en particulier, je me souviens, c'était un enfer parce que j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps. Oui. Et alors déjà le principe de danser, même encore aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Alors si c'est pour aujourd'hui, heureusement, j'ai découvert entre-temps les danses de salon, la joie vraiment de danser. Mais alors être debout et à bouger sur un rythme, ça a toujours été un enfer. Donc le maximum que j'ai pu faire, c'était être assise en tapant du pied pour marquer le rythme. Et là, c'était vraiment c'était le maximum. J'étais très introvertie. J'aime bien ce truc de genre, non, mais c'est pas parce que je danse pas que mais je suis avec vous. Exactement, c'est exactement. Non, mais ça se passe bien. Non, mais je suis contente d'être là. Et alors, il y a eu quelques slows. Bien sûr. Et ça, c'est pareil, c'était horrible parce que j'étais tétanisée. Et alors, c'était vraiment le slow, mais... Oui, très loin. Ouais, comme ça. Et tu te souviens tes quarts d'heure américains? Mes quarts d'heure américains, alors ça c'est en discothèque, non? Bah moi j'ai connu ça que dans les booms et où c'était, parce qu'il y avait ce truc complètement genré où c'était la loi, c'est les garçons qui invitent les filles à danser. Et le quart d'heure américain, on disait truc de fou, ça va être le contraire. Et et c'était genre tiens, on fait un quart d'heure américain, donc ça révélait en fait les garçons qui plaisaient aux filles en fait. Voilà. Alors ça non, je l'ai pas vécu et j'ai l'impression que c'est plus de la génération un petit peu avant la mienne. Ah oui. Je sais pas, en tout cas je l'ai pas T'as pas vécu le quart d'heure américain. Et tu te souviens de la première fois où tu as embrassé un garçon? C'était dans une boum ou pas? Non, c'était à la sortie du lycée. J'avais 17 ans. Ouais. C'est trop mignon. Parce qu'on était deux handicapés du flirt. Donc c'était parfait. C'était vraiment le baiser loupé, pudique, sec, furtif. Mais vraiment, vraiment sans même pulsion. J'ai presque envie de dire qu'il n'y avait pas de pulsion sexuelle derrière ça. Oui. C'était vraiment le baiser fleur bleue. Ah, le fleur bleue, d'accord. Mais oui, c'est-à-dire que quand d'autres l'avaient probablement fait à 8 ans, nous on l'a vécu à 17. Oui.
Et votre relation avec ce monsieur que tu as embrassé à 17 ans, elle s'est arrêtée là ou il y a... En fait, c'est resté un pote. Je suis toujours en contact lointain avec lui, ouais. Avec la personne auquel tu as fait ton premier baiser. Et il est où maintenant? Tu veux peut-être il est toujours à Annecy. Il est toujours à Annecy. Mm-hmm. Dernière question peut-être sur le collège et le lycée. Qu'est-ce qui font les filles et les garçons qui étaient au top de la hiérarchie du cool? Quand j'ai eu des échos, évidemment, ils ont tous 3 enfants, ils se sont beaucoup très vite, entre guillemets, casés. Ouais. Moi, comme j'ai pas eu un très bon collège, tout à coup, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui me martyrisait et qui, par exemple, a échoué, j'aime bien. J'ai un mauvais fond. Je crois que j'ai un mauvais fond, en fait. C'est ça. J'imagine qu'il y a un peu de satisfaction quand même. Voilà, mais tu dis, je veux pas non plus qu'il meure, mais non, mais qu'il souffre un maximum. Voilà, ça va un petit peu d'adversité dans ton existence. On ne souhaite du mal à personne. Et ensuite, t'as étudié à Grenoble, en sciences politiques, Grenoble, c'est ça? Ouais. Une année, ouais. Tu te souviens de cette année-là à Grenoble? Oh oui. Ouais. Mon expérience à Grenoble n'a pas été réjouissante. Et en plus, j'étais dans des études que je n'avais pas choisies, donc double peine, quoi. Et c'est là que t'as bifurqué? Après, je suis allée en fac de lettres modernes, donc j'ai quand même passé mon DUG et j'ai arrêté en cours de licence. Mais alors, parallèlement, j'ai commencé. Un DUG, on pourrait dire pour les gens. Oui, pardon. Oh là là. Un DUG, ça n'existe plus. Pardon. Ça veut dire un diplôme d'études universitaires générales. Et ça veut... Moi, je suis exactement de la même génération que toi. Et c'était 2 ans d'études en fait, c'est ça? Oui. C'est 2 ans d'études. C'était avant la licence, on avait un DUG, quoi. C'est ça, qui ne sert à rien. C'est vraiment, ça n'a aucune valeur. À la limite, DUG de sociologie. Ou de maths appliquées. Mais alors, lettres modernes, c'est vraiment, c'est un diplôme de touriste, quoi. Est-ce que, à cette époque-là, ou même peut-être avant, tu as fait des petits boulots? Mon premier petit boulot, ça a été de bosser en tant que go-go danseuse. Oui. Ça a été la première bifurcation où j'ai éprouvé l'envie, le besoin d'explorer, de faire autre chose en dehors de ma vie d'étudiante. Et en cachette. Oui. Forcément, ça avait plus de goût. T'as dit que... Bah oui, évidemment. T'as dit qu'une des raisons pour lesquelles t'avais renoncé au romantisme, c'est que t'avais été déçu par le romantisme. Ouais. À quelle occasion? Je pense que c'était une succession de prises de conscience. Moi, j'étais une grande rêveuse, idéaliste, comme beaucoup de personnes introverties. J'étais beaucoup dans les livres. Et ça, c'est un grand danger. Quand on est rêveur, on s'expose aux déceptions. Et très vite, j'ai eu le sentiment que, en gros, que les belles histoires d'amour n'existaient que dans les films, les poèmes, ou qu'une belle histoire d'amour était forcément impossible, qu'elle était forcément empreinte de souffrance. Donc j'avais vraiment ce côté très chrétien aussi en moi. Et comme j'avais du mal aussi à flirter, que je n'étais pas encore vraiment à l'aise avec mon corps, je me suis dit, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'aller dans la fosse au lion et de jouer de m'amuser à aller vers quelque chose qui ne me ressemble pas du tout pour être plus dans le corps. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a poussée à aller dans quelque chose qui était tourné vers une forme de séduction. Est-ce que tu penses que parce que tu venais, que tu avais une éducation peut-être traditionnelle, catholique, etc., c'était d'autant plus attirant d'aller à quelque chose qui est à l'opposé de ça, quoi? Oui, c'était transgressif. Ouais. La transgression a beaucoup compté pour moi pendant longtemps. Et donc le plaisir aussi qu'on en tire est peut-être plus grand aussi, quoi. Bien sûr, c'est la saveur du secret, c'est l'impression de s'affranchir de quelque chose, de devenir adulte, en fait. Oui, je me dis qu'en fait, ça doit être... On doit y trouver plus de plaisir que les fils de hippies qui font ça, en fait. Parce qu'il y a une sorte de... Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, les fils de hippies, en général, deviennent plus réac. Ouais. Enfin, un extrême en appelle un autre, bien souvent. Moi, je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu un film porno, et je pense que c'était un peu trop tôt. C'est souvent le cas. Et j'imagine même pas ce que ça doit être maintenant, mais j'étais en 6e, et je me souviens de faire... Ah la vache, c'était sur une minuscule télé en crypté. Ma sœur était pas là. Je raconte toute ma vie, comme ça on a tout. C'était un peu dur parce que ma sœur avait Canal+, mais c'était dans sa chambre. Il fallait que ce soit un soir où elle soit pas là. Et donc il se trouve que ce soir-là elle était pas là. Donc on a vu ça avec un ami de l'époque qui s'appelait Igor. Je dis toutes les informations et ça m'a un peu mais tétanisé, c'est décrypté. quoi.
Non, tu l'as regardé avec un peigne en le bougeant comme ça sur l'écran. Chose qui n'a jamais marché, en fait. Non, bien sûr, personne ne va comprendre cette vanne. Oui, c'est vrai. Avant, les enfants, Canal+, c'était crypté, mais c'était crypté, on pouvait quand même regarder Canal+, mais ça faisait comme une sorte de mosaïque et ça faisait un bruit. Avec un bruit, ouais. Un but de papier froissé un peu. Ouais. Ça faisait... Et je me souviendrai de mon petit Igor qui dit ils font l'amour, comme ça. Et ensuite, on s'est débrouillé pour aller le voir en clair, dans la chambre de ma sœur. Et voilà. Est-ce que toi, tu te souviens de la première fois où tu as vu un film porno ? J'en ai aperçu que quelques instants. Alors, c'était une exposition aussi assez brutale. J'avais déjà 18 ans, mais pour autant, j'ai pas apprécié cette exposition-là parce que j'étais chez des potes et à un moment donné, ils ont lancé donc un film X. Mais c'était un extrait d'une scène avec Rocco Siffredi. Que je ne connaissais pas. Et c'était tellement brutal que ça m'a tout de suite rebuté et je me suis dit, franchement, si c'est ça... Enfin voilà, j'ai détourné le regard et j'ai pas voulu en regarder davantage, quoi. Et après, ça a été Canal+ aussi, oui. Quelques extraits. Et alors là, ça devenait un peu plus sulfureux, mais dans le bon sens. Oui. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le porno quand tu le regardais à ce moment-là ? Quand tu as commencé à dire « Ah tiens, ça peut être pas si mal ». En fait, ce qui me fascinait, c'était le fait que les femmes semblaient à ce moment-là toutes puissantes. Parce qu'on n'était pas encore dans l'ère du gonzo, donc des vidéos non scénarisées. C'était la grande époque de Jenna Jameson, donc les films... à l'époque, étaient encore vendus sur VHS, vendus très cher, par des productions américaines avec beaucoup de budget. Donc il y avait quand même un côté glamour. Et en fait, ouais, ça faisait rêver. C'est-à-dire que les actrices porno étaient moi je les voyais comme des Marilyn Monroe du X, et elles me semblaient puissantes. Et ça me fascinait, le fait qu'une femme puisse prendre en main sa sexualité et avoir du pouvoir tout en étant dénudée. Oui. Et donc, dans le porno que tu regardais, je sais pas, peut-être celui que tu as regardé par la suite, t'aimais bien ce porno qu'on pourrait dire peut-être même aujourd'hui à l'ancienne, c'est-à-dire avec une histoire où il n'y a pas que des gens qui font l'amour, en fait. Oui, il y avait un côté glamour et il y avait un sens de la transgression par les mises en scène, parce qu'il y avait un vrai côté social. Les films X d'Orcel représentaient, ils étaient dans ce cliché de la soubrette, la bourgeoise, typiquement, la bourgeoise qui s'émancipe. Et il y avait aussi beaucoup d'humour, plus de légèreté, je trouve. Oui. Et ils étaient aussi réalisés par des personnes qui venaient du cinéma. C'était pas du tout la même industrie. Aujourd'hui, on peut vraiment regarder du porno quand on veut. Ça, moi, quand j'avais 14 ans, si on m'avait dit qu'il y aurait un monde comme ça un jour, j'aurais dit c'est le paradis, en fait. Parce que moi, je viens d'une époque où le porno, il était rare. Comme tu disais, c'était les VHS, c'est-à-dire que moi, quand j'étais au collège, il y avait un trafic de magazines que certains allaient voler dans une librairie qui avait avenue de l'Opéra, qui s'appelait Brentanos, qui avait des magazines américains qui étaient plus porno. Il y avait aussi cette erreur que j'ai fait quelquefois d'aller d'aller au marchand de journaux et d'attendre 25 minutes, d'avoir le courage de dire je penthouse s'il vous plaît. Donc le monde d'aujourd'hui, ça me serait apparu à l'époque comme le paradis. Est-ce que tu trouves que c'est le paradis, toi ? Pas du tout, c'est l'enfer même. C'est l'enfer. Comment dire, on a même plus de contrôle de ce qui est diffusé. En tout cas en France, on n'a pas trop envie de reprendre le contrôle. Donc ça a des effets terribles parce que on se retrouve à exposer, nous adultes, des images qui ne sont pas destinées aux mineurs et en fait, du fait qu'ils ont leur smartphone dans le creux de la main dès l'âge de 9-10 ans, parfois même avant, ils sont exposés à ces images-là qui génèrent vraiment des traumas, qui vont impacter leur sexualité, mais d'une manière bien souvent négative. Donc non, c'est un enfer. Et puis ça fait beaucoup de mal aussi à l'industrie parce que je n'ai jamais souhaité en tournant mes scènes que ça puisse se retrouver comme ça en accès gratuit à la vue de tout le monde, n'importe où, n'importe comment. Mais voilà, quand on cède son image, on n'a plus le pouvoir là-dessus. Ouais. Et je trouve qu'avant, il y avait un aspect beaucoup plus transgressif et donc beaucoup plus excitant aussi parce qu'il fallait accéder au contenu et il y avait vraiment cette dimension privée et adulte. Un sex shop, pareil, c'était quelque chose qui suscitait de la curiosité. Ça faisait un peu peur d'y rentrer, mais on avait l'impression d'accomplir quelque chose d'incroyable en y allant. Et ce goût de l'interdit en soi était déjà excitant. Alors que là, du fait que tout soit accessible tout le temps, ça sature le marché et ça fait perdre en saveur. On sature en fait.
Et quand on sature, eh bien, les choses deviennent indigestes. T'as des exemples en tête de dommages que ça a causé, le fait que le porno soit accessible à tout le monde, y compris aux jeunes enfants? En fait, moi, c'est mon métier d'accompagner. Donc, j'ai des personnes qui viennent me parler de troubles dans leur sexualité, de comportements addictifs, de traumatismes. Et parfois, ce qui est amené, effectivement, c'est le fait d'avoir été exposé à des films X trop tôt. Et ça, je dis pas que c'est systématique. En tout cas, ça ne génère pas forcément, je veux dire, une sexualité dysfonctionnelle, mais en tout cas, ça marque. Et donc, en tout cas, je le constate à mon échelle dans mon travail. Et il y a aussi des études qui parlent des effets. Qui le montrent. La plupart des gens, c'est quand même assez peu envisageable pour eux, assez peu pensable de devenir acteur porno ou actrice porno, mais il y a une toute petite partie des gens qui font « bah ouais, en fait, je vais le faire ». Est-ce que tu penses qu'il y a un truc que ces gens qui font ce choix ont en commun? Très pertinente cette question, si je puis me permettre. C'est une super question. Ça dépend, je dirais que ça dépend quand même de la génération, parce que la génération actuelle est quand même très axée, comme très tournée vers l'appât du gain rapide. Facile, c'est encore autre chose. Beaucoup de narcissisme. Et qui dit narcissisme, bien souvent, une faille dans l'estime de soi au départ. Donc beaucoup de gens qui ont vécu eux-mêmes des traumas, des abus sexuels, de l'abandon, et qui veulent se réapproprier leur corps, qui veulent prendre une revanche en se tournant vers ce type d'activité, mais c'est pas forcément conscient, bien sûr. Mais c'est une manière, en fait, de reprendre sa sexualité en main et d'avoir une sensation de pouvoir. Mais c'est plus souvent une illusion qu'autre chose. Parce que c'est un métier qui peut abîmer beaucoup. C'est pas moral, c'est pas du tout un jugement, mais de ce que je constate, il y a souvent beaucoup de fragilité. C'est rarement quelque chose de choisi dans la joie. Moi, j'ai eu la chance de le choisir et d'être vraiment dans un enthousiasme quand je l'ai pratiqué, parce que j'avais le choix. Oui. Parce que j'ai grandi dans une famille structurée, que je pouvais faire des études et que financièrement, j'avais la possibilité, si je voulais, de tout arrêter. Et tu parles aussi bien des hommes que des femmes. Ouais. Mais chez les hommes, c'est vrai que la dimension sexuelle est beaucoup plus forte. Parce que, à l'époque aussi, il n'y avait pas le Viagra. Donc on devenait ardeur, c'est le terme, que si on avait des capacités. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y en a plein qui trichent. Donc ce sont des corps avec une mécanique qu'ils vont doper malheureusement. Et bon, ils s'abîment avec ça, mais ce sont plus des exécutants aujourd'hui. Oui. Alors qu'avant, il y avait quand même une dimension sexuelle plus forte. Les femmes, c'est plus... il y en a, mais c'est quand même plus l'image, le rapport à la séduction, le fait d'être regardé, le fait d'être le centre de l'attention. Oui. Point commun à la plupart des actrices, sans parler de porno. Oui, c'est vrai que porno ou pas porno, oui. Chez certaines personnes féministes, il y a une certaine méfiance pour le porno, parce qu'elles disent, en gros, si je résume vite, que ça perpétue les stéréotypes de domination patriarcale d'un homme sur l'autre, parce que tous les garçons, ils ont des zizis formidables, et tout le monde... je les imagine mal dire ça. Oui, ils ont tous des zizis formidables. C'est scandaleux. Mon zizi est formidable. Oui, c'est ça. C'est un scandale. Parce que moi, à la maison, il n'est pas si formidable. Pas si formidable que ça. Non, et puis c'est souvent un acte où l'homme est très dominant et la femme, en tout cas, semble très dominée. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui as vécu la chose de l'intérieur? Il y a aussi des féministes qui vont dire que le porno est féministe. Et il existe un porno féminin et un porno aussi féministe. En fait, il existe plein de pornos différents. Maintenant, quand on tape sur le dos du porno, c'est bien souvent par rapport aux vidéos gratuites sur les tubes et qui sont rarement d'une qualité... c'est vite tourné et donc axé sur la performance et sur tous les bons hashtags qui vont générer du trafic. Oui. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de
porno beaucoup. En tout cas, il existe du porno de qualité, scénarisé, avec une éthique, et ça se développe de plus en plus. Donc voilà, je pense que c'est important de préciser parce qu'il y a plusieurs féminismes et plusieurs pornos. Maintenant qu'elle puisse critiquer cette représentation, oui, je suis d'accord, effectivement, parce que en fait, les études montrent que même s'il y a de plus en plus de femmes qui regardent des films X, mais vraiment une bonne proportion, le public majoritaire reste masculin. Donc, les contenus vont être tournés vers les attentes du public masculin et leurs fantasmes. Et dans ce cliché, eh bien oui, beaucoup d'hommes sont excités par l'idée de voir une femme qui va dire oui à tout, qui va être très volontaire, très enthousiaste. Et donc forcément, c'est caricatural. Et en cela, oui, ça représente une relation homme-femme très caricaturale. Mais rappelons que c'est censé, en tout cas, être un jeu. Oui. Le problème, c'est quand ce n'est plus un jeu. Mais alors, est-ce que tu penses qu'il y a et ça, c'est une question peut-être un petit peu sensible, mais est-ce que tu penses qu'il y a une différence de nature dans le désir entre les hommes et les femmes ? Dans la nature de leur désir ? Alors déjà, je pense que beaucoup de personnes te diront que cette question déjà est beaucoup trop binaire. Une nature... Alors tu parles du désir. Hein. Du désir, et puis pour donner un exemple... Parce qu'excitation et désir, c'est pas la même chose. Oui. Je dis en gros que en tout cas le cliché qu'on a, c'est les hommes sont plus visuels dans leur désir. Ouais. C'est-à-dire que ça veut pas dire que les femmes le sont pas, ça veut dire que le coefficient visuel est plus important dans ce qui fait le désir des hommes. Ouais. Est-ce que tu penses que ça c'est vrai ? Moi, je me fie en tout cas aux statistiques du nombre de spectateurs. C'est que les films X attirent quand même plus les hommes. Et les femmes vont plus consommer de la littérature, des podcasts, enfin voilà, des choses qui vont plus éveiller leur imaginaire avec une sensibilité plus importante pour ce qui est des mises en scène et des sensations. Alors que les hommes, en tout cas de ce que je constate, je ne parle pas au nom des autres, la vue est vraiment un stimulus en fait. Ouais. Mais là, on est dans l'excitation, dans ce qui stimule. Le désir, c'est encore autre chose, parce que le désir, on est vraiment plus dans la relation. Et là, à mon sens, on est vraiment... il y a autant de formes de désir que d'individus. Ouais. Heureusement d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Oui, en fait, j'avais en tête, je finis là-dessus, mais la différence entre les clubs de striptease et les trucs de go-go dancer, où genre, il y a, dans les clubs de striptease, moi, la seule fois où j'y suis allé dans ma vie, j'étais vraiment genre... C'était en France ou... C'était en France, en France, à Paris, et je suis resté 1 heure, mais j'étais vraiment... Ouais, et c'est fait pour. Oui, voilà, et les danseuses qui te regardent dans les yeux, t'as l'impression que tu les intéresses. Bon, non, en fait. Mais si, tu les intéresses. Si. Et de l'autre côté, le truc des go-go dancers, où il y a un côté, c'est pour rigoler, en fait. Oui. On n'est pas vraiment dans la même nature de désir. Non, c'est pas le même esprit. Les go-go dancers et danseuses sont employés dans les discothèques. Oui. Et ce sont des figurants sexy, des personnes qui sont là pour agrémenter la soirée, pour faire partie du décor et participer à l'ambiance. Mais il y a un côté effectivement festif. Ça peut être sexy, mais c'est avant tout festif. Les clubs de strip ont une dimension plus secrète, plus intimiste, et c'est pas la même relation au public. La stripteaseuse va essayer de créer une relation plus individuelle pour ensuite vendre des lap dance. Parce que c'est le principe. Donc elle danse sur scène, et ensuite il y a le lap dance qui est la danse privée en one-to-one. En one-to-one, qui est payante et chère. Oui, puis après ça dépend des lieux, et chaque lieu a ses règles, et chaque pays a ses règles. Moi j'ai surtout travaillé aux États-Unis. Dernière question sur le porno. Toi, t'es une intellectuelle, et t'as été dans un milieu où intuitivement, alors sans savoir, ça se trouve je me trompe complètement, on s'imagine pas qu'il y en a tant que ça. Est-ce que tu as eu des fois des réactions dans ce milieu-là, d'étonnement ? Oui, on m'a plusieurs fois dit, mais qu'est-ce que tu fous là ? Et je le prenais mal, j'étais vexée. Je dis non, c'est pas cool. Je comprenais pas en fait. Et on me disait t'es trop intelligente pour être dans ce milieu. Et je me disais non, au contraire, justement, la force c'est la rareté. C'est comme d'être typé. Si c'est le royaume des blondes, j'ai tout intérêt à être là où on ne m'attend pas. Donc c'est vrai que j'étais très calme. Alors du coup, on se disait mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Et puis en fait, la tornade se réveillait quand il le fallait en fait.
Mais donc c'est un monde qui est moins un monde de bourrin qu'on peut l'imaginer, le monde du porno. Il y a de tout. Ouais. Comme dans toute industrie, il y a de tout. Pas plus bourrin qu'une autre industrie, quoi. Honnêtement, quand j'ai découvert d'autres milieux professionnels ensuite, on trouve les mêmes profils partout. Mmh. Il y a toujours les personnes qui sont là parce qu'elles sont passionnées. Il y a ceux qui sont là pour le business, qui sont très détachés, qui sont carrés. Il y a les créatifs qui sont souvent malheureux parce qu'ils sont déçus. Il y a les mythomanes, toujours. Il y a les grosses têtes. Il y a les stars du milieu. Ouais. Enfin voilà, chaque milieu en fait a toujours les mêmes profils. Ouais. Mais aux États-Unis, c'était particulièrement professionnel par contre. Aujourd'hui, tu es coach. Oui. Et entre autres choses, tu es coach. Donc tu enseignes des choses aux gens, ouais. Tu les aides à mieux vivre. Comment exactement ? Qu'est-ce que tu fais pour eux ? Eh bien, je les accueille et je les écoute. Ça commence par ça. Oui. Je fais un peu comme toi, finalement. Oui. Ouais. Alors j'enchaîne peut-être un peu moins les questions. Oui. Déjà, la personne qui me contacte a une démarche, donc elle expose par écrit en fait son besoin. Et puis après, c'est une discussion très naturelle. Et à partir de là, je vais utiliser les outils que j'ai à disposition pour l'accompagner. Et en quoi est-ce que c'est différent d'être psychothérapeute ? Déjà, le cursus n'est pas le même. Ouais. Moi, j'ai pas étudié, comme tu le sais, j'ai pas fait des études de psycho. Oui. C'est un rôle d'accompagnant. Et la grande différence, c'est que les gens viennent me voir pour mon parcours. Ils viennent pour mon expérience de vie. Et donc, pas juste le X, mais beaucoup, en fait, le processus de reconversion. Je me suis formée en hypnose, je suis aussi devenue formatrice. J'ai des techniques corporelles, comme le yoga, le massage, des techniques de relaxation, la psychopathologie, enfin bref. Ouais. Je me suis formée autour des traumas aussi. Donc, c'est tout ça, en fait, que je rassemble pour accompagner au mieux. Et puis, parfois aussi en collaboration avec d'autres professionnels. Et alors, les problèmes que tu règles chez eux, ou qu'en tout cas tu essayes de régler... C'est pas moi qui les règle, ce sont eux. Oui, mais que tu les aides à régler. Ouais. C'est quel type de problème ? Beaucoup de problèmes autour de l'estime de soi, de l'identité. Et ça touche tout le monde, finalement. Derrière les apparences de warriors, il y a des personnes qui n'ont pas résolu des blessures d'enfance, de jeunesse. Et ça va se manifester à travers plusieurs troubles. Par exemple, la difficulté à se sentir légitime, la difficulté à dire non, le manque de confiance en soi. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants, chefs d'entreprise, parce qu'ils sont, en termes de charge mentale, ils sont pas mal. Oui. Et dans le rapport à la performance aussi. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans des moments où elles sentent que, elles veulent être performantes, mais là, elles se mettent en danger. Elles risquent le burn-out ou elles en sortent. Et donc, elles cherchent un équilibre. Et tu disais que c'est ton parcours et la reconversion de ton parcours qui les attirait. Est-ce que tu as des gens qui veulent faire des reconversions équivalentes et qui disent c'est pour ça qu'ils viennent te voir ? Oui. Non, c'est ça, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Genre, mais j'imagine que c'est pas que des gens du porno qui veulent faire autre chose. Ah non, pas du tout. Mais c'est des cordonniers qui veulent venir. J'accompagne aussi des personnes qui ont été ou qui sont toujours travailleuses du sexe et qui veulent changer de profession. Oui, arrêter, oui. Ouais. T'as dit à l'instant que tu pratiquais l'hypnose. Tu pratiques l'hypnose ericksonienne, c'est ça ? Oui. En quoi ça consiste ? Depuis tout à l'heure. Tu ne le sais pas, mais maintenant tu le sais, je te le dis. En fait, tu penses m'interviewer et en fait, nous sommes en pleine séance d'hypnose. Et dans quelques instants, ta main va s'élever. Ah, ça marche. Et tu vas retourner dans ton plus beau souvenir d'enfance. Oui. Le principe, c'est de les amener à mettre en suspens leur mental, leur cogitation, toute la partie qui analyse et qui juge, qui est bien utile, mais qui parasite. Et qui fait que justement on va pouvoir s'intéresser plus à la partie émotionnelle. Le principe, c'est d'inviter la personne à être dans un état propice pour qu'elle puisse vraiment vivre une expérience. Oui. Et c'est elle qui fait son chemin. Nous, on accompagne. Je sais pas si c'était de l'hypnose ericksonienne, mais j'ai fait de l'hypnose un moment avec un psychothérapeute, et c'était qui m'a dit des choses genre qu'il fallait que je ferme les yeux, il fallait que j'imagine un écran sur lequel j'imaginais quelque chose, un moment désagréable, et il fallait que je rentre dans l'écran, que je me parle à moi-même. J'allais très 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 mal à ce moment-là, et ça m'a. Alors il était vraiment très sûr de lui parce qu'il m'a dit genre. Alors oui, si vous voulez une deuxième séance, à mon avis, là, c'est bon, vous êtes guéri. Et
J'ai pas été guéri, dans le sens où j'allais quand même mal après, mais pendant 2-3 heures, j'ai eu une sorte de répit total. Et c'est déjà ça. Voilà. C'est genre que pendant 2-3 heures, j'allais beaucoup mieux, quoi. Voilà. Oui, mais bon, une séance, c'est rarement suffisant. Il faut que la personne puisse vraiment suivre des étapes pour avancer, surtout quand il a du trauma, en fait. Mais il y a des choses qui sont rapides. Il y a quand même des choses. Ou apporteur des ascenseurs. Alors, arrêtez de fumer, c'est le piège. Ne faites pas confiance au praticien qui vous dira en 3 séances c'est réglé, parce que le principe c'est de s'intéresser à la racine du problème. On peut facilement changer un comportement, on peut facilement générer du dégoût, par exemple, par rapport à la cigarette, de dire à chaque fois que tu prendras une clope, ça va sentir la crevette pourrie, par exemple. Oui. C'est pas difficile ça, mais on règle pas le problème, parce que si la personne ne peut plus fumer sa clope et qu'elle fume par exemple parce qu'elle est anxieuse, elle va se tourner vers autre chose. Donc on déplace le problème dans un autre comportement. C'est le principe des poupées russes, en fait, on enlève à chaque fois chaque couche pour aller vraiment au noyau. Alors maintenant, c'est la toute dernière partie de l'interview. Moi, c'est ce que j'appelle en vrac. Alors ça laisse penser que c'était pas en vrac avant. C'était quand même un peu chronologique. Là, c'est quand même un peu en vrac. Des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Est-ce que tu préférerais ne pas avoir de pied ou ne pas avoir de main? Elle est drôle, cette question. Mais les deux, carrément. Alors, on peut faire la question en plusieurs étapes, mais commençons par les deux. Non, je garde mes mains. Tu gardes tes mains. Ah, clairement. Parce que les mains, vraiment, au quotidien, puis même, j'aime mes mains, en fait. Elles sont pas jolies, mais elles me permettent de dessiner, de jouer, de masser, de palper. Voilà, les pieds aussi, quoique, oh là là, j'aime bien les massages de pieds, c'est dur. Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec des gens avec lesquels tu Dis donc, c'est une question intime, monsieur. Comment osez-vous? Est-ce que tu peux ne pas dire c'est trop intime, je veux pas répondre. Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec des gens avec lesquels tu n'étais pas du tout d'accord politiquement? Très bizarre cette question. Avec qui j'étais pas d'accord politiquement, genre toi tu votes centre-gauche. Oui, par exemple. Oui, ça peut être gênant, effectivement. Je n'ai pas de réponse à ça. En fait, je me suis jamais intéressée à cette dimension-là. Très bien, il n'y a pas de réponse, c'est pas grave du tout. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Il me fait rire, tu vois, déjà d'emblée. Depuis tout à l'heure, je sens ma frange qui me chatouille les paupières. Et depuis tout à l'heure, depuis le début de l'interview, j'hésite à couper en disant est-ce qu'on peut couper, parce que j'aimerais vérifier ma frange. Oui. C'était trop tard. C'est un petit peu tard pour vérifier la frange. Voilà. Maintenant, on est sur donc, en fait, non, mon visage, ce que j'en pense, c'est que quand je ne suis pas maquillée, je dis toujours que j'ai une tête de balle de ping-pong. Certains diront que c'est raciste, mais on s'en fout parce que je le dis à moi-même. Ah, j'avais même pas pensé à ça. D'accord, de balle de ping-pong spécifiquement, c'est-à-dire une sphère toute lisse. Voilà, c'est ça. Voilà. J'aime bien le ping-pong. Donc... Ok, qu'est-ce que tu penses de ta propre voix? J'ai mis du temps à l'apprécier, mais comme on me dit qu'elle est apaisante, je finis par l'aimer, au point où moi-même, je compte faire un podcast. Figure-toi. Et ça me plaît, en fait. Ça me plaît de faire quelque chose qui soit justement centré sur la voix. Alors, ça me saoule un peu parce qu'on me dit, oui, mais le podcast, il faut le filmer, là, une image, c'est important. Et être sur la voix, moi, ça me saoule. Moi, j'ai envie de faire que de la voix. Oui. Est-ce que tu préfères faire l'amour avec plusieurs personnes qui font moyennement bien l'amour, qui n'ont pas de pieds ou qui n'ont pas de main? Ou alors, est-ce que tu préfères faire l'amour avec plusieurs personnes qui font moyennement bien l'amour, ou avec une seule personne qui fait très bien? C'est quoi la différence entre un mauvais chasseur? Ça se transforme en conversation de gens bourrés. Je précise que nous ne buvons que de l'eau. Que de l'eau et un peu de café au départ. Mais vraiment, cette question... alors moi, toute l'idée, c'est que la question est teubée, mais il faut essayer d'y répondre effectivement. Eh bien, je n'ai qu'une réponse, cher monsieur. Oui. Je préfère faire l'amour avec l'homme que j'aime. Eh ben, c'est très bien, et c'est une très bonne réponse, et comme ça, il n'y a rien du tout. Est-ce que tu as déjà été jaloux du succès d'un ami ou d'une amie? Je préfère envieuse, jalouse, non, parce que envieuse, la jalousie, je trouve que il y a de l'aigreur là-dedans, et puis c'est pas constructif. Par contre, être envieux, c'est bien, ça pique l'ego et ça donne envie de mieux faire, ça stimule. Donc ça, très souvent en fait, je me dis tiens, il y a pas de raison. D'ailleurs, j'ai commencé à dessiner comme ça.
Oui. Parce qu'une copine de classe faisait sa maline avec ses dessins. Je me suis dit, je vais faire pareil. Et puis voilà, c'est parti de ça. Mais c'est constructif. Oui, c'est ça. C'est l'émulation. Voilà. Ta plus grande douleur physique, la fois où tu as eu le plus mal physiquement de toute ta vie. Oh la vache. Ah oui. Tu vois, ça c'est hypnotique comme question. Mm-hmm. On m'a retiré une verrue plantaire alors que c'était pas suffisamment anesthésié et c'était à la flamme moyenâgeuse à l'époque. Mm-hmm. Tu sais, on brûlait. Oui. Voilà, donc c'était sympa. On a mis le feu à ton pied. Ouais, pour exactement. Enlever la verrue, Ouais. Et là, j'ai compris que j'étais vivante. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que me dit ma coach en sport. Quand j'ai des bonnes grosses courbatures, elle me sourit, elle me dit, t'as mal ? Je dis oui. Et elle dit, tu te sens vivante, hein. Ouais. Voilà. Je souffre donc j'existe. Je souffre donc je suis. À quelle fréquence est-ce que tu penses à ta propre mort ? Alors là, franchement, je dirais presque tous les jours. Mm-hmm. J'ai vraiment une grande conscience de ça. Oui. Et c'est ce qui fait que je vis pleinement ce que je vis. Quelle mort violente est-ce que tu choisirais ? Ah, violente ? Oui, pas c'est cool dans ça mon comme lit, question, parce que tu t'adresses quand même à quelqu'un qui aime beaucoup les films d'horreur. Ouais. Ça serait bien dans un énorme fou rire, par exemple, en sautant d'un parachute. Mort de rire. Oui, ce serait sympa. Ouais. Mort de rire ou de plaisir. Ouais. C'est possible ça ? Je sais pas si on peut dire que c'est violent, mais... Ouais. Mourir de plaisir, oui, c'est vrai que ça va. Oui, arrêt cardiaque pendant l'extase. Ça c'est bien ça, oui. Oui, c'est bien. Mm. Enfin, les dernières secondes doivent être aussi désagréables que dans une crise cardiaque normale, mais disons que ce qui mène c'est est... ça. Voilà. Et c'est quelque chose que tu aimerais acheter, mais que tu n'as pas les moyens d'acheter. Ça, c'est pas cool. J'ai une petite liste, si tu veux. Ouais. J'ai une petite wish list pour ceux et celles qui veulent me combler de cadeaux. Oui, bien sûr. Un manoir, en fait. Oui, 19e, évidemment, avec le grand escalier, comme dans Frankenstein. Ouais. En toute simplicité, quoi. L'immobilier, du bel immobilier. Avec une bibliothèque, tu sais, avec Ouais. l'échelle, évidemment, en bois et... Ouais. Et avec le fumoir, je peux te décrire chaque pièce si tu veux. Et surtout, c'est bien pensé quand même. il faut un petit train. Ouais. Ça, c'est important. Alors, il n'y a que les gens de ma génération qui peuvent comprendre. Si, le petit train qui transporte des friandises d'une pièce à l'autre. Oh, mais c'est dans quoi ça ? Et oui. C'est dans Sissi ? C'est dans Ricky ou la Belle Vie. Ricky ou la Belle Vie, que j'ai pas vu. Voilà, et un toboggan évidemment qui part de la chambre pour atterrir dans la piscine souterraine avec des passages secrets. Ouais. Donc voilà, maintenant c'est vous un petit peu savez compliqué à mettre en place. Oui, voilà, donc il faut une belle entreprise. C'est pour ça qu'il faut que je sois très connue. Ouais. Pour avoir beaucoup de sous pour m'acheter mon manoir. D'accord, mais on participe à notre voilà, petite échelle. Voilà, mais c'est ça, exactement. Et dernière question, est-ce que tu as fait des choses dans ta vie que tu regrettes ? Alors, il y en a un qui me vient, c'est d'avoir vécu une relation amoureuse toxique, que je décris aussi dans mon livre. Ça, c'est un regret parce que c'est vraiment du gâchis. En fait, quand on est dans une situation toxique, on se gaspille. On perd du temps, on perd de l'énergie. Mais, je l'ai transformé parce qu'aujourd'hui, je m'en sers pour accompagner des personnes qui vivent des situations comparables. Voilà. Tu as dépassé ton regret. Oui, c'est ça qui est important. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Mini. C'est quoi cet objectif de merde là d'ailleurs là ? Non, franchement, il est trop long. C'est une focale fixe ? Non, c'est un zoom à... Il ouvre à 2.8, ouais, c'est Ouais, pas mal, non, c'est mais pas mal, c'est pas ça mal. ouvre à 2.8 partout. C'est pas mal, hein. Comme les Je autres. m'y connais en technique, ok.